Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur le chapitre 7. Donc dans le chapitre 7, ce qu'on va regarder plus précisément, ce sont les réactions d'élimination. Donc on va regarder à faire créer des doubles liaisons et même des triples liaisons plus tard dans ce chapitre-là. Les réactions d'élimination donc se portent vraiment sur la possibilité d'obtenir des alcènes ou des alcynes. Donc contrairement aux additions où on faisait réagir des alcènes ou des alcynes, là, on va en générer, on va en créer dans les produits. Donc, ce sont des réactions un peu contraires l'un par rapport à l'autre. Les réactions d'élimination, vous allez voir que lorsqu'on va parler dans le chapitre 7, vous avez les lectures, les exercices que vous pouvez faire dans le manuel qui sont ici présentés. Ce que vous allez avoir, c'est que les réactions d'élimination fonctionnent de façon très très similaire aux substitutions, dans le sens que vous allez avoir deux types de réactions d'élimination, comme les substitutions, où on avait, dans le chapitre 6, les réactions de substitution de premier ordre et de deuxième ordre. Ça va être la même chose pour l'élimination. Vous allez avoir ce qu'on appelle les E2, donc les éliminations de deuxième ordre, et plus tard, on va aussi voir les réactions d'élimination de premier ordre. En plus de ça, les réactions d'élimination vont fonctionner avec les réactifs qui sont pas mal les mêmes que ceux qu'on va utiliser pour faire de la substitution, soit les dérivés halogénés. Donc la première portion, la première capsule, va porter vraiment plus sur les dérivés halogénés comme réactifs dans les réactions d'élimination. Ce qu'il faut, donc, il faut plus qu'un nucléophile, dans le sens que dans la réaction de substitution, plutôt, dans le chapitre 6, on a parlé beaucoup des nucléophiles. Nucléophiles forts, nucléophiles faibles. Dans le cas des éliminations, on va parler plutôt d'une base. Pourquoi? Parce qu'on va venir chercher un H légèrement acide. Et donc, une base, sa caractéristique, c'est de justement pouvoir réagir, aller chercher un H+, d'une autre molécule. Par contre, dans le cas d'une élimination, il faut quand même aussi un groupe partant. Okay? Parce qu'on va générer une double liaison sur le carbone qui porte le chlore. Puis pour ça, il faut qu'un groupement s'en aille sur ce côté-là. L'autre particularité des éliminations, c'est qu'on ne va pas réagir la base directement avec le carbone qui porte le chlore. Okay? Ce carbone-là, c'est un carbone qu'on appelle le carbone alpha. Okay? Donc ici, je vais essayer d'écrire. Je suis désolé si c'est un petit peu barbeau, là, mais c'est le symbole alpha. C'est un genre de A, mais ça a l'air pratiquement comme un poisson. Tandis qu'ici, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir le carbone qu'on appelle bêta. Donc le carbone alpha, c'est celui qui a le groupe partant, tandis que le carbone ou les carbones bêta, ce sont les carbones qui sont voisins. Donc, dans une élimination, c'est super important de regarder les carbones voisins du carbone qui porte le groupement partant, que ce soit le chlore, le brome, l'iode. Donc, les dérivés halogénés, en général, sont d'excellents groupes partants. Plus tard, on va voir que les alcools aussi peuvent être des bons groupes partants une fois protonés avec un acide. Pour l'instant, on va faire juste avec les dérivés halogénés. Donc, pour une E2, comme pour la substitution de deuxième ordre, de la SN2, les deux molécules sont impliquées toutes en même temps. Ça se fait d'une seule étape. Okay? Donc, n'oubliez pas, le 2, c'est pas pour le nombre d'étapes, c'est le nombre de molécules impliquées dans l'étape limitante. Donc ici, votre base va aller chercher un H. Pas sur le carbone alpha, mais sur le carbone bêta. Okay? Donc la première flèche, celle-ci, c'est venir chercher le H qui est légèrement acide qui est sur le carbone bêta. Évidemment, pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait un H sur un des carbones bêta. On va parler un petit peu tantôt de où on va chercher si jamais on a le choix entre plusieurs carbones bêta qui ont des hydrogènes. Une fois que ça se fait, tout de suite, en même temps, l'hydrogène va donner ses électrons, pas directement sur le carbone, mais sur le lien qui existe entre les deux carbones, soit le bêta et le alpha qui a le groupe partant. Donc ça, c'est la formation de la double liaison qui va être en train de se faire. Mais, puisque le carbone alpha, lui, il est déjà plein
en électrons, il va dépasser la règle de l'octet si on fait ça. Il va falloir qu'il se débarrasse du lien avec le chlore, donc on donne les électrons au chlore qui s'en va. Qu'est-ce que ça fait? On part de carbones qui sont sp3 et ils deviennent sp2. Donc toute la 3 dimensions s'en va, parce que maintenant on est des carbones sp2 ici et ici. Okay? Donc ils sont plats. Donc ça, c'est une des choses qu'il va falloir faire attention lorsque vous allez faire des éliminations. Des fois, c'est difficile de bien voir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on change la forme de la molécule pas mal beaucoup. Okay? Vous avez créé de l'eau parce qu'ici, on a utilisé une base qui est à OH-. C'est pas une base super bonne. C'est une base qui est correcte. Je vais vous présenter d'autres bases qui sont généralement meilleures pour faire ce type d'élimination-là. Parce que OH-, c'est une base qui est correcte, mais c'est aussi un bon nucléophile. Donc, on pourrait faire de la substitution, puis on va en reparler lorsqu'on va parler du fait que les deux peuvent se faire un contre l'autre. Ce qui se passe, donc, vous avez juste une étape. Donc, si on regarde au niveau d'énergie, une seule bosse, une seule étape, ça veut dire un seul maximum. Et cette étape-là, la vitesse, est dictée par les concentrations des deux réactifs, soit la base et le déhalogéné, qui est votre groupe partant. Ici en haut, vous avez la molécule qu'on retrouve l'état de transition. C'est pas vraiment une molécule qu'on peut isoler, donc c'est pour ça que les parenthèses, plutôt les crochets, excusez-moi, avec la double croix, qui veut dire que c'est très peu stable. Et vous avez la formation du lien entre le O et le H qui est en train de quitter le carbone. On est en train de former la double liaison et le chlore s'en va. Ça, cet arrangement-là, c'est extrêmement difficile de l'avoir. Il faut que ça soit vraiment bien positionné. Ce que vous faites remarquer, c'est que le H et le chlore sont opposés l'un par rapport à l'autre dans la molécule. Okay? Je les ai vraiment mis opposés. Ça va être très important pour que ça puisse se faire, cette réaction-là. Une autre chose qu'on va voir, c'est la règle de Zaitsev. Donc la règle de Zaitsev, c'est un petit peu la règle contraire de celle qu'on a vue dans le chapitre 5 sur les additions, donc qui était la règle de Markovnikov, où on ajoutait le H sur le carbone qui est le plus substitué. Excusez-moi, le H, on l'ajoute sur le carbone qui a déjà le plus de H pour pouvoir former le carbocation sur le carbone le plus substitué. De façon générale, c'est lui qui est le plus stable, sauf s'il y a de la résonance, évidemment. Tout le contraire arrive lorsqu'on parle de Zaitsev. La règle de Zaitsev dit on enlève le H au carbone bêta qui en a le moins. Okay? Fait qu'on donne aux riches et on enlève aux pauvres. C'est comme ça que ça fonctionne pour addition puis l'élimination. Donc l'élimination, la règle de Zaitsev, vous dites que vous devez regarder le carbone bêta qui a le moins de H. Vous en avez plusieurs, qui sont disponibles. Donc ça s'applique seulement si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs hydrogènes disponibles sur des carbones voisins différents. L'autre chose, c'est qu'il faut absolument que le lien CH et le lien CX, donc par exemple ici le lien CCl, doivent à 180 degrés l'un de l'autre. Vous voyez, ils sont complètement opposés. Ça, c'est super important pour que la réaction se fasse pour des raisons orbitalaires. Donc, les orbitales se fassent pour que la double liaison puisse se créer tout d'un coup. Okay? Parce que ça demande beaucoup de déplacement d'électrons d'un seul coup. Hein. Vous avez 3 flèches à dessiner sur une seule étape. Cette position-là, c'est une position qu'on appelle antipériplanaire, puis ça va jouer à plusieurs reprises pour l'élimination E2. Okay? Donc ça, c'est une particularité de la E2. Donc je vous présente avec l'animation, un petit peu comme pour la substitution. Donc ce qui va arriver, c'est que vous avez votre base qui est ici. Donc on a choisi OH-. Vous avez votre chlore qui est ici en bas. Et vous avez donc le carbone alpha, le chlore, et vous avez le carbone bêta. Il y a des hydrogènes. Ici, on a choisi de mettre plusieurs hydrogènes. Mais malgré qu'il y a plusieurs hydrogènes, c'est cet hydrogène-ci, à ce moment-là, là, dans le conformaire qui est présenté, évidemment, on peut tourner autour du lien 5. Si on a d'autres hydrogènes, ça pourrait être les autres hydrogènes qui pourraient agir. Mais sous le conformaire présenté,
le conformère anti, donc le chlore est anti à cet hydrogène-là. C'est celui-ci qui va réagir. Donc, on est en train de l'enlever, on crée la double liaison, ça s'aplatit, puis le chlore s'en va. Donc, vous avez vu que les groupements, donc le groupement qui était en arrière, puis le groupement qui était en avant, reste en arrière et en avant par rapport aux groupements qui sont de l'autre côté. Ça va jouer un rôle sur quel type de double liaison on va avoir. On peut avoir des liaisons E ou Z, tout dépendamment de comment la réaction E2 va se faire. Okay? Dans le cas qui est ici, si jamais vous avez plusieurs hydrogènes, étant donné que dès le départ, si je reviens en arrière, ici, au début de l'animation, on peut tourner, ça peut être un autre hydrogène, ça va changer qui est en avant, qui est en arrière. Mais admettons que ces deux groupements-là sont des groupements de chaîne de carbone, c'est-à-dire que ça, c'est le seul hydrogène bêta, okay, sur le carbone bêta. Ben, ça veut dire que c'est la seule forme possible de réaction, ça veut dire que ça va être la seule double liaison à la fin qu'on va pouvoir obtenir. Puis je vais vous montrer un exemple de ça par la suite. Alors, quelques exemples de règles à suivre pour la E2. Le premier exemple, c'est justement la forme antipériplanaire. Si vous regardez ici, on choisit une base, peu importe c'est quoi que vous allez choisir. Je vais vous montrer des exemples de bonnes bases que vous pouvez utiliser. Vous avez deux choix ici parce que là, on a un chlore qui est ici. Donc ça, c'est notre carbone alpha. Vous avez deux carbones bêta. Vous en avez un de ce côté-ci. Je vais le signifier. Donc, il y en a un ici. Donc, un carbone. Oups. C'est un petit peu difficile à contrôler. Vous m'excuserez avec la souris. Donc, un carbone bêta, puis un autre carbone bêta de ce côté-ci. Donc, vous en avez deux. Ce qu'on va avoir, c'est qu'en fait, le carbone bêta qui est à votre gauche, ici, a deux hydrogènes, tandis que le carbone bêta à votre droite a un seul hydrogène. On regarde les carbones seulement directement voisins de celui qui porte le chlore. On ne regarde pas plus loin. Parce que plus loin, ça ne peut pas faire la réaction correctement pour l'élimination. Donc ici, on a deux choix. On a ceux-là ou celui-ci, mais la règle de Zaitsev vous dit que vous allez toujours choisir l'hydrogène sur le carbone qui en porte le moins. Donc ici, on choisit celui-là. Okay? L'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut absolument que les deux soient en position antipériplanaire, c'est-à-dire que le H, qui est ici, pour la réaction, et le chlore, le groupement partant, doivent être à 180 degrés l'un de l'autre. Pour vraiment bien dessiner ça, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une rotation. Donc, je vais changer le conformère pour avoir le conformère qui va être réactif, qu'on va bien voir. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets le chlore dans l'angle droit, puis je vais venir tourner aussi l'hydrogène pour que ça soit dans le plan. Donc, les deux sont dans le plan. On voit vraiment bien qu'ils sont un opposé à l'autre. Ça va être clair. Ici, c'est deux méthyles qui sont un en avant, un en arrière, mais si on a un méthyle en avant puis un méthyle qui est... on aurait un éthyle plutôt qu'un méthyle, mais là, ça pourrait changer la forme. Okay? Donc, ça va être très, très important de placer vos groupements de la bonne façon, puis on va faire un exercice tantôt. Donc, selon la règle de Zaitsev, ici, la double liaison qui est formée de ce côté-là, c'est le produit majoritaire. Évidemment, enlever un hydrogène de ce côté-ci, donc du côté que vous avez l'hydrogène encerclé en rouge, c'est anti-Zaitsev, donc c'est un produit qui est minoritaire. Donc, comme pour Markovnikov, le produit qui est préféré est majoritaire à 98-99%, mais ça se peut que l'autre puisse se faire aussi, malgré tout, à des petits pourcentages. Mais c'est quand même lui qu'on va obtenir de façon majoritaire. Évidemment, si je vous demande, donnez-moi tous les produits d'élimination, à ce moment-là, vous pourriez me donner également les produits minoritaires. L'autre chose qu'on peut regarder plus spécifiquement, c'est pour les cycles à 6 carbone. Donc, les cycles à 6 carbone, on les a vus, les cyclohexanes, comment dessiner ces formes-là en 3 dimensions dans le chapitre 3. Puis cette notion-là, même si je ne vais pas nécessairement faire dessiner absolument des chaises à l'examen, ben, on va la réutiliser quand même pour la réactivité. Donc, il va falloir quand même en dessiner potentiellement. Okay? Donc ici, lorsqu'on regarde un cycle à 6 comme ça,
sous la forme stylisée, même avec la 3D, on ne peut pas savoir si cet hydrogène-là est vraiment antipériplanaire au brom. Juste à regarder la forme qui est là. Il faut s'assurer que ça, c'est possible en regardant la forme chaise. Okay? Donc, si je regarde la forme chaise, donc la première chose, ça va être de retourner pratiquer vos formes chaises si vous avez la difficulté encore avec ça. Mais si je dessine la bonne forme, donc celle-ci, évidemment, je vous rappelle, il y a deux formes chaises possibles. Il y a celle-ci ou celle où le brome et le CH3 sont les positions inversées, c'est-à-dire plutôt que d'être en axial, pour le brome, il serait en équatorial, et le CH3 serait en axial plutôt qu'en équatorial ici. Par contre, la seule forme parmi les deux chaises qui peut réagir, c'est celle où le brome est en axial. Pourquoi? Parce que dans cette forme-là, où il est droit, c'est la seule possibilité où un lien CH va être complètement à 180 degrés antipériplanaire. Dans la position équatoriale, c'est pas possible. Donc ça veut dire que si votre lien est entre le carbone et votre groupement partant, par exemple le brome ici, est en position équatoriale dans votre chaise, c'est pas la chaise qui va réagir. Vous devez dessiner l'autre. Même si elle n'est pas préférée, c'est quand même elle qui va réagir lors de l'élimination. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a deux carbones bêta. Donc, deux carbones voisins au carbone qui a le brome. Donc, vous avez deux hydrogènes d'un côté, puis un d'un autre. Comme on a vu ici, cet hydrogène-là, peu importe qu'est-ce qui arrive, ne peut pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à 180 degrés du brome. Il faut qu'il soit opposé au brome. On voit qu'il n'est pas opposé. Il va vers le haut comme le brome. Il faudrait qu'il soit complètement opposé. Ça veut dire que l'hydrogène qui est ici, lui, il est opposé. Donc, lui, il est réactif. Donc, j'ai un des hydrogènes réactifs. Par contre, si j'ai la possibilité, ça serait pas celui qui est préférable parce que la règle de Zaitsev me dit si j'ai l'option d'un autre hydrogène réactif, il faut vraiment qu'un autre soit réactif. À ce moment-là, c'est pas l'hydrogène sur le carbone qui est le suivant qui va être préféré. Pourquoi? Parce que on veut former la double liaison la plus stable. Pour former la double liaison la plus stable, on va choisir le carbone qui est le plus substitué, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'hydrogène. Donc, c'est pour ça que celui-ci, côté droit, il est sur un carbone qui porte juste un hydrogène. Donc, c'est moins que de l'autre côté, du côté gauche, où le carbone porte deux hydrogènes. Donc, celui-là, vu qu'il est réactif et qui est préféré par la règle de Zaitsev, ça va être lui qu'on va utiliser. Évidemment, si cet hydrogène-là n'était pas là, et que le seul possible était celui côté gauche, à ce moment-là, il n'y aurait même pas de règle de Zaitsev. Parce que la règle de Zaitsev, c'est seulement s'il y a un choix entre deux hydrogènes sur des carbones différents. Donc, dans le cas qui est ici, ce qu'on peut voir, c'est que la réaction va vraiment bien se faire avec l'hydrogène qui est ici. Puis, au fond, le dessin qui était ici était adéquat. Lorsque vous dessinez par contre la forme avec la double liaison dans le cycle, ne dessinez pas sur la forme chaise, parce que lorsqu'il y a une double liaison, ça change pas mal le conformaire. Dessinez-le directement comme ceci, mais évitez toutes trois dimensions autour de la double liaison, sinon ça serait une erreur. Donc ça, c'est pour la forme chaise. On va faire un exercice dans l'exemple juste après. Okay? Donc vous avez deux exercices ici. Vous avez un exercice A qui porte justement sur un cycle à 6, donc un cyclohexane. Donc je vous demande de faire la réaction avec le réactif qui s'appelle le ETONA. Donc le ETONA, c'est une excellente base. Okay? Je vous montre un petit peu pourquoi. Je vais passer ici, ce tableau-là. Donc le éthyle, O avec un Na, ça veut dire que le O est chargé négativement, donc il y a plein de doublets d'électrons, ce qui fait qu'il est très réactif, et il est jumelé avec un Na+. Ça n'a pas vraiment d'importance que ce soit un sodium, un potassium, un lithium, peu importe, c'est un contre-ion quelconque qui est là.
Mais même si j'écris ETONA, vous devez reconnaître que c'est éthyle O- avec Na+. C'est vraiment la portion négative. Le Na+, on pourrait juste le faire disparaître. Pour le mécanisme, je vous suggère d'ailleurs, puisque lui c'est un ion spectateur, le Na+, de le mettre de côté. Un autre que vous allez voir de temps en temps, c'est le terbutyl ONA ou OK, dépendamment de sous quelle forme vous allez le voir. Donc le terbutyl oxyde de terbutyl, donc généralement le T est en italique comme ceci, c'est pas mal similaire à celui avec la chaîne éthyle. Vous allez avoir une chaîne terbutyl. Faire du même côté comme ça, mettre l'oxygène du même côté que celui-ci. Donc vous avez un O chargé négativement, donc comme pour le éthyle, et vous avez le contre-ion qui peut être soit sodium, potassium, lithium, peu importe. Dans ces deux cas, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une meilleure base que OH-. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne de carbone, donc par effet inductif répulsif, plus de charge vers l'oxygène, ici encore plus. Puis l'autre chose, c'est que ici, la grande quantité de carbone qui est juste en arrière de l'oxygène fait en sorte que c'est un blocage pour pouvoir faire de la substitution plutôt que de faire l'élimination. Donc, ces deux grosses molécules de base vont préférer faire l'élimination que de la substitution. Donc, c'est pour ça que vous allez les voir fréquemment lorsque je vais vous montrer des réactions d'élimination. On va voir aussi plus tard une autre base qui est très très forte, c'est NH2-. C'est aussi une base que vous pourriez utiliser fréquemment. Donc, c'est pas que OH- c'est pas bon comme base possible à utiliser lors des réactions, c'est juste que on va voir par la suite que vu qu'il y a une compétition qui existe entre la substitution et l'élimination, OH- peut être pas nécessairement le meilleur dans ces cas-ci. Alors, je vais vous laisser regarder le premier exercice, soit celui avec le trans 1-bromo 2-méthyl cyclohexane. Étant donné que c'est un cyclohexane, n'oubliez pas qu'il faut dessiner la forme chaise pour bien vraiment voir la bonne façon de dessiner votre molécule pour réagir soit avec les hydrogènes qui sont seulement antiplanaires. Par la suite, faire le même exercice, donc une même réaction en utilisant le ETONA, mais cette fois-ci, plutôt que d'utiliser le cyclohexane qui est là, c'est d'utiliser le 3R, 4S, 3-chloro, 4-méthylhexane. Donc, je vous laisse mettre à pause, essayer les exercices, puis au retour, vous allez avoir la réponse. Alors, regardons la réponse à la question A en premier. Donc, je vais changer ici pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ce que vous avez, c'est que je demandais pour le trans 1-bromo 2-méthyl cyclohexane. Donc, ça devrait être dessiné comme la molécule est dessinée en haut ici. Donc, ça, c'est sous la forme stylisée avec la 3D, mais pas la forme chaise encore. Okay? C'est juste pour savoir, OK, c'est trans, donc le brome et le méthyle doivent être opposés. Si vous avez décidé de mettre le brome vers l'arrière, le méthyle vers l'avant, c'est correct aussi, donc les deux sont possibles. Ce que vous avez, c'était pas dans la question, mais j'ai dessiné les deux formes chaises. Okay? Donc la première forme chaise que j'ai dessinée, c'est celle où le brome est en position équatoriale. Le méthyle est aussi en position équatoriale dans ce cas-là. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que quand le brome est en équatorial, le lien entre le carbone et le brome, tous les liens qui sont antiplanaires à ce lien-là sont des liens seulement dans le cycle, soit carbone-carbone. Et ça ne peut pas réagir pour faire l'élimination. Donc ça, c'est non réactif, cette forme-ci. Par contre, la forme chaise, elle peut réagir potentiellement. Mais pour qu'elle puisse réagir, il faut que les hydrogènes soient antipériplanaires au brome. Donc ici, on a notre brome en position axiale, ce qui est correct. Par contre,
qu'on voit, c'est que l'hydrogène du côté où on a le CH3, on a notre méthyle, il pourrait être favorisé par la règle de Zaitsev, mais pour qu'il y ait une règle de Zaitsev, il faut qu'il y ait un choix. Dans ce cas-ci, l'hydrogène n'est pas accessible pour la réaction d'élimination, donc il n'y aura probablement pas de règle de Zaitsev à respecter, puisque le seul choix possible, c'est l'hydrogène qui est ici en bas. C'est le seul qui est antipériplanaire au brome. On ne peut pas utiliser celui de ce côté-là. Même s'il y a moins d'hydrogène sur ce carbone-là, il n'est pas accessible pour la réaction parce qu'il ne peut pas être antipériplanaire. Donc, le seul produit majoritaire, le seul produit qu'on obtient, c'est la double liaison de ce côté-ci. Et donc, opposé au carbone qui a le CH3. Donc ici, j'ai gardé la 3D parce que lui, il n'est pas touché par la double liaison. Tous les carbones touchés par la double liaison, eux, perdent leur 3D et on aurait des liaisons droites. Donc ici, étant donné que c'est des hydrogènes qui restent, ben, on les monte pas, mais c'est ça qu'il y a. Puis on garde la 3D selon qu'est-ce qu'on a choisi comme molécule de départ. C'est-à-dire que si vous avez choisi le méthyle vers l'avant, avec le Br vers l'arrière, c'est ce que vous devrez avoir si vous devrez avoir méthyle vers l'avant. Donc ça, c'était pour le A. Donc ça montre vraiment comment il faut passer par la forme chaise lorsque vous regardez des molécules avec des cycles à 6 carbone. Maintenant pour le B, la particularité du B, c'est vraiment que là vous avez être forcé à utiliser une forme particulière, une configuration 3R, 4S. Et ça va vous donner seulement une double liaison qui va être soit E ou soit Z. Seulement cette possibilité-là. Donc, il faut vraiment mettre correctement vos hydrogènes et votre groupe partant, mais votre hydrogène que vous allez utiliser, soit antipériplanaire pour pouvoir faire la réaction d'élimination, comme on vient de voir dans ce cycle, mais là, c'est sans un cycle, donc vous n'avez pas à faire de forme chaise, c'est juste tourner autour de lien simple pour pouvoir ajuster votre forme pour avoir votre lien CH et C, ici CL, de façon antipériplanaire. Donc encore une fois, je donne le temps de regarder le problème, puis tout de suite après, donc mettez-le à pause, je vais vous donner la réponse dans quelques instants. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Ce que je veux faire, c'est que vous présenter comment pouvoir dessiner vos molécules en comprenant si vous avez le R ou le S rapidement. Donc, je vais vous montrer un peu comment moi je fonctionne par rapport à ça. Donc, vous voyez ici, la molécule que j'ai dessiné sommairement le 3-chloro 4-méthylhexane. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est vraiment le 3R puis le 4S. Donc, on veut que ça soit R pour le carbone que le chlore. Donc, ici, le chlore, c'est ma priorité numéro 1. La priorité numéro 2 va aller du côté que le méthyle. La priorité numéro 3 du côté de la chaîne ici, éthyle. Donc, ce que j'ai, c'est que je l'ai déjà mis à l'avant. Parce que ça met par défaut le H qui est ici à l'arrière. Puis ça, c'est mon groupement numéro 4. J'ai pas besoin de le montrer. Okay? Parce que je sais qu'il est à l'arrière. J'en ai pas besoin. Donc, j'ai choisi de le mettre à l'avant. Pourquoi? Parce que ça simplifie pas mal comment je peux savoir si c'est A ou c'est S. Si ce positionnement-là me donne, là je me rends compte, ça donne 1, 2, 3, c'est anti-horaire, c'est anti-horaire, donc c'est S. Mais moi je veux R. Qu'est-ce que je vais faire? C'est inverser et mettre le clave à l'arrière à la place. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je me simplifie la vie pour la première forme. Je regarde est-ce que c'est la bonne forme. Si c'est pas la bonne forme, j'ai juste à inverser la position de ce groupement-là. Je fais la même chose pour l'autre. Donc, dans l'autre cas, le numéro 1 va être la chaîne de carbone qui a le chlore. Le numéro 2 va être la chaîne de carbone qui est une chaîne éthyle. Le numéro 3 est mon CH3. Le 4, c'est mon hydrogène qui est à l'arrière que je n'ai pas dessiné. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça fait 1, 2, 3, puis ça c'est S, puis lui, je veux vraiment l'avoir S. Donc ça, c'est la bonne forme. Par contre, ce que je vais faire, c'est que pour la suite du numéro, je vais devoir dessiner mes H. Parce que j'ai des H ici.
et j'ai des H là qui sont sur des carbones bêta. Donc j'ai 2 carbones bêta. Donc j'ai à choisir. Est-ce que je prends les hydrogènes sur le carbone bêta qui est ici ou l'hydrogène sur le carbone bêta qui est là? Par la règle de Zaitsev, lorsque vous n'êtes pas sur une forme chaise, vous avez toujours le choix. Okay? C'est juste le cycle à 6 qui, à cause de sa rigidité, nous empêche des fois d'avoir le choix. Lorsque vous avez des chaînes dépliées, comme celle-ci, vous avez toujours le choix entre les deux côtés. Donc, à ce moment-là, si je veux juste le majoritaire, je vais le faire juste avec le côté où il y a justement un H. Sauf que là, ils ne sont pas antipériplanaires. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous dessiner la réponse. Donc, ça va disparaître. En fait, vous êtes mieux de mettre à pause, puis ça va tout de suite apparaître, là, parce que je vais mettre la vidéo à pause pour moi, pour quand je l'enregistre. Fait que là, ça va apparaître toute la réponse complète à partir de maintenant. Alors voilà, le tout est apparu. Ce que je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc, en partant de la forme qui est ici, ce que je veux, c'est vraiment avoir un lien. Ce que je fais, c'est que je fais un lien droit vers le bas, je fais une ligne qui est en angle, comme pour le zigzag, puis je mets un lien vers le haut. Puis là, ce que je veux, c'est vraiment mettre mon groupement partant et mon hydrogène qui vont être opposés l'un à l'autre. C'est comme ça que j'ai parti la forme que vous avez ici qui est juste à côté. Donc j'ai fait ça. Et là, ce que je fais, c'est que je regarde quelle rotation je dois faire autour des liens simples qui sont ici, soit le lien qui est de ce côté-ci, le lien qui est là, en fait, pour voir, OK, comment je dois tourner le chlore, comment je dois tourner les autres liens qui sont de chaque côté, sur le carbone qui porte le chlore ou le carbone qui porte l'hydrogène qu'on va utiliser pour la réaction pour pouvoir avoir la bonne forme. Donc, si je veux avoir l'hydrogène droit, je dois amener mon hydrogène un peu vers l'avant, ce qui pousse le méthyle ici vers l'avant, mais en bas, et ce qui amène les chaînes éthyle vers l'arrière. OK? Donc, l'arrière côté qui est ici. Donc, c'est pour ça que vous avez le méthyle avant, la chaîne éthyle vers l'arrière. Et ça, c'est la configuration particulière. C'est vraiment celle-là. Si vous avez fait l'inverse, c'est pas correct. Puis de l'autre côté, pour la même chose pour le chlore. Donc le chlore, il y a un hydrogène aussi que je n'ai pas dessiné, mais qui est là. Et si j'amène mon chlore droit, l'hydrogène qui est en avant est poussé en avant vers le haut et la chaîne éthyle est poussée vers l'arrière. Donc comme ça ici. Okay? Donc lorsqu'on réagit, tout d'un coup pour l'élimination de type E2, le O vient chercher le H, on brise le lien, on forme la double liaison, puis le chlore s'en va. Ici, comme pour l'autre, puis je n'ai pas précisé tantôt, le Na+, il est là, mais vous pouvez le retirer, ok? C'est pas important. Donc, on pourrait le faire disparaître complètement, il n'y a aucun problème. C'est le au moins qui nous intéresse, pas le lien spectateur. Fait que là, ça nous donne la double liaison que vous pouvez dessiner. Vu que je l'ai dessiné comme ça, ce qui arrive, c'est que la double liaison va venir se former, mais on est comme à plat avec la double liaison, ça veut dire qu'on a des liens vers nous puis vers l'arrière. Mais en réalité, nous, on voit plus les doubles liaisons comme la forme que j'ai dessinée en bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai d'abord dessiné sous cette forme-là, qui est comme à plat, mais avec les groupements comme vers nous, puis vers l'arrière, en se basant sur cette forme-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que les deux chaînes éthyles, ici et ici, donc sur chaque carbone, qui va avoir la double liaison, sont du même côté, ils sont vers l'arrière. Donc, lorsque je dessine ma double liaison, il faut que les chaînes éthyles soient du même côté de la double liaison. Et mon méthyle et mon H sont du même côté, eux autres aussi. Donc, ça me donne une double liaison qui est en réalité Z. Donc, le 3R, 4S me donne seulement l'isomère Z de la double liaison. Puis ça, c'est parce que je vous ai forcé à utiliser seulement cette énantiomère-là. Si on utilise une autre forme, on utilise un isomère différent ou un diasteréomère différent, on va avoir potentiellement le E à la place. Donc, mais ici, on a seulement le Z. Pourquoi? Parce qu'on a seulement un hydrogène qui est possible de faire la réaction pour avoir le produit majoritaire, soit le produit Zaitsev. Dans le cas où vous avez plus qu'un hydrogène, généralement, vous allez avoir toujours la possibilité d'avoir le E et le Z. Donc, pour revenir
à la présentation. Ce qu'il nous reste à voir par la suite, c'est vraiment parler de la différence entre substitution et élimination. Et parler également de l'élimination de premier ordre. L'élimination de premier ordre, je vais quand même compléter avec vous là, cette page-là. Je vais vous donner la réponse. Quoique pour le graphique, c'est un petit peu difficile pour moi de le tracer. Je vais essayer de le tracer correctement pour vous le montrer. Mais ce que vous allez avoir, c'est l'élimination qui va se faire en deux réactions, en deux étapes, avec, comme pour la substitution de premier ordre, vous allez avoir une formation d'un carbocation, donc le départ du groupe partant qui va se faire, formation d'un carbocation, puis c'est sur cette forme-là que, là, ça va être la base qui va venir chercher un H sur un carbone bêta. Donc, je vais vous donner la réponse pour cette forme-ci. Okay? Donc, ça sera vraiment pas très long. Je donne la réponse qui va apparaître. Super. Alors, voici l'exemple général de qu'est-ce qu'une E1 a l'air. J'ai pris un exemple d'une molécule, mais ça peut être des chaînes différentes, là. Ce qui va arriver, c'est que fréquemment, vous allez voir cette réaction-là se faire sur des halogéniques qui vont être tertiaires. On va voir pourquoi par la suite, mais c'est vraiment similaire à la SN1. C'est préférable pour le carbocation. La première chose que vous allez avoir, c'est que ici, vous allez avoir le départ du groupement partant tout seul. Okay? Donc, va tout de suite défaire son lien, former un carbocation. Cette étape-là, c'est une étape qui est lente. Donc ici, vous avez la première étape qui se fait. Donc vous avez un premier état de transition possible, et le suivant. Vous avez le départ du chlore. Lentement, vu que lui s'en va comme un chlore négatif, il y a une charge partielle négative qui est en train de se faire, charge partielle positive qui est en train de se former sur le carbone pour former le carbocation. Donc ça, c'est votre intermédiaire. Dès que vous avez votre base, ici j'ai mis OH-, mais on pourrait utiliser les bases que j'ai parlé tantôt, soit terre-butyl-ONA ou éthyle-ONA ou NH2-. On peut utiliser plein de bases ici, mais j'ai choisi OH- puisque c'est celle qu'on avait fait dans l'exemple de E2. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, vu qu'on a un carbocation, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, il faut quand même suivre la règle de Zaitsev. Donc la règle... Oups, excusez. Encore en symbole. Donc la règle de Zaitsev. J'ai oublié comment ça s'écrit. Donc la règle de Zaitsev s'applique pour E1 et E2. Donc ça s'applique dans les deux cas. On doit suivre la règle de Zaitsev. Ça veut dire que je vais choisir le carbone qui a le moins d'hydrogène. Donc dans ce cas-ci, j'ai soit 3 hydrogènes sur le carbone bêta qui est ici, 3 hydrogènes sur le carbone bêta qui est ici, et sur celui-là, j'en ai juste 2, donc c'est lui qui est préféré par Zaitsev pour donner le produit majoritaire. Par contre, l'autre chose, c'est qu'étant donné que maintenant on a déjà le groupement partant qui est parti, on ne peut plus mettre rien en antipériplanaire. Donc il n'y a pas de position antipériplanaire à considérer en E2, en E1. Okay? La E2 a besoin d'une forme antipériplanaire, mais puisque dans la E1, le groupement partant est déjà parti après la première étape, on n'a plus à s'en faire. Puisque ici, on a la deuxième, on a notre intermédiaire, on a notre base, on va venir chercher le H. Un des deux H, j'ai mis un en avant, un en arrière. Pas d'importance, parce qu'il n'y a pas d'antipic planaire. Vous auriez pu aussi laisser sans 3D, il n'y a pas d'importance puisque c'est pas un carbone qui est chiral. Puis on prend les électrons de l'hydrogène pour former une double liaison pour pouvoir faire en sorte que le carbocation n'ait plus de charge positive. Donc c'est ce qu'on voit ici dans l'état de transition pour la deuxième étape, donc 2 états de transition, 2 étapes, avec un intermédiaire. Donc le OH est en train de perdre sa charge positive, vient chercher le H a défait, on forme la double liaison, puis la charge positive est en train de s'abaisser pour une charge partielle positive. Donc ici, vous avez le produit à la fin qui a votre double liaison qui est favorisée par la règle de Zaitsev du côté de ce côté-là, puisque c'est la
liaison la plus stable. Okay? Donc, si je vous montre rapidement ce que j'ai dessiné comme forme pour l'énergie, là, c'est pas une super belle, un beau dessin, mais ce que vous avez deux étapes. La première étape, c'est l'étape lente, donc c'est pour ça que ça a un niveau un petit peu plus élevé que la deuxième étape. Vous avez votre intermédiaire qui est votre carbocation ici au centre. Puis la vitesse, elle est dictée seulement par la concentration dans votre dérivé halogéné, puisque c'est lui qui est dans l'étape limitante uniquement. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est est-ce qu'on va faire de la E1 ou de la E2, comme on se demandait pour la SN1 et la SN2. Donc, il y a plusieurs effets. C'est pas mal les mêmes effets qu'on a vus pour la SN1 et la SN2. Ça veut dire votre type de dérivé halogéné primaire, secondaire ou tertiaire va avoir une grande importance. C'est ça qui est le plus important. Donc, si vous avez des dérivés halogénés primaires, c'est de la E2. Si vous avez des dérivés halogénés secondaires, c'est de la E2. Donc ça, c'est pas mal différent par rapport à la substitution, parce que dans la substitution, on avait le choix. Pour les dérivés halogénés tertiaires, eux vont avoir le choix entre la E2 ou la E1. Okay? Donc, contrairement à la substitution où c'était les secondaires qui avaient un choix, là, c'est les tertiaires qui ont la possibilité d'avoir un choix entre E2 ou E1. Vous avez l'effet du solvant qui n'est pas très fort, là, ici. Vous pouvez choisir un solvant qui est polaire. Ça va favoriser pas mal plus la E2. Ou un qui est faiblement polaire, plutôt qui n'est pas très polaire. Ça peut être même non polaire, comme l'hexane, comme l'éther est très peu polaire. Ou vous pouvez choisir des solvants qui sont très polaires, à ce moment-là, comme l'eau ou l'acétone, par exemple. Là, ça favoriserait plus la E1 à cause de leur polarité qui peut venir stabiliser le carbocation formé. Mais c'est vraiment un effet qui est minime. L'effet qui va venir choisir, par exemple, pour les tertiaires, va être l'effet du nucléophile, mais ici qui est plus considéré comme une base. Généralement, les bases vont être des bons nucléophiles, mais c'est pas tout le temps le cas, comme j'ai parlé quelques-unes, à cause de leur grosse chaîne de carbone. Ça empêche qu'ils soient des bons nucléophiles, mais ça fait qu'ils sont des bonnes bases. Mais de règle générale, les nucléophiles peuvent être aussi des bases. Donc, ce qu'on va choisir, c'est pour faire de la E2, c'est des bases fortes, donc chargées négativement, qui sont le plus possible concentrées, et des molécules volumineuses telles que terre-butyl au négatif ou éthyle au négatif avec des chaînes de carbone. Donc ça empêche de faire de la substitution dans ce cas-là. Pour faire de l'élimination E1, généralement, on va choisir des bases qui sont faibles, donc soit pas chargées, à modéré. Modéré, ça, c'est à cause d'un effet, l'effet de résonance qui peut faire en sorte qu'une charge négative n'est pas complètement négative. Donc, je vais vous en montrer un exemple par la suite. Ça favorise la E1 pas mal plus lorsque vous choisissez des bases qui n'ont pas de charge ou qui ont une charge qui est trop distribuée dans toute la molécule. Donc ça va compléter vraiment la première portion de ce chapitre, donc la première capsule. Par la suite, dans la deuxième capsule, je vais vous parler plus de qu'est-ce qui arrive entre la substitution et l'élimination. Ça va être une plus petite capsule, mais c'est quand même important de voir qu'il y a une compétition entre les deux. Donc, je vous invite à poser vos questions si vous en avez et de regarder les capsules et vidéos dès qu'elles sont offertes.